On se pose toute la question à un moment ou à un autre, cette question un peu vertigineuse. Qui suis-je? Mhm. Et en général, pour y répondre, on regarde nos comportements, nos habitudes, mais les sources qu'on explore aujourd'hui avancent une idée assez provocante. Oui, Elles disent que ce qu'on montre au monde, c'est souvent juste une façade, une adaptation. L'essai sur lequel on se penche propose une approche complètement différente. C'est fascinant. Dresser une véritable géographie de notre âme. C'est exactement ça. L'idée, c'est de ne plus regarder seulement ce qui est visible, la surface, mais de cartographier toute notre architecture intérieure. C'est un voyage, couche par couche. D'accord. On part des strates les plus superficielles, celles que la vie, l'éducation, les expériences ont gravées en nous, pour descendre petit à petit jusqu'à notre noyau, jusqu'à ce qui est inné, ce qui est là depuis le début. Et le but de cette exploration, si je comprends bien, c'est de réussir à faire le tri, C'est ça? de distinguer ce qui, en nous, relève d'une adaptation, d'un rôle qu'on joue, et ce qui est vraiment nous, notre nature profonde. Tout à fait. Et au cœur de cette géographie, les sources identifient deux moteurs fondamentaux. Le premier, c'est ce qu'ils appellent le tempérament. Le tempérament. Il faut le voir comme notre signature énergétique, notre style d'opération par défaut. C'est le comment. Comment notre énergie s'exprime, comment on vibre. D'accord. Spontanément, qu'est-ce qui a du sens pour nous, sans aucun effort? Donc un style et une direction. Voilà. Et l'enjeu final, c'est ce que l'auteur appelle l'alignement. Quand nos actions, nos choix de vie sont en phase avec ces deux moteurs, eh bien tout devient plus fluide, plus facile. Et à l'inverse, j'imagine. À l'inverse, si on passe sa vie à fonctionner à contre-courant de sa nature, une fatigue psychique chronique s'installe. Le but n'est plus de chercher désespérément sa voie, mais de la reconnaître. Elle est déjà là. D'accord. Alors plongeons là-dedans. J'aime beaucoup cette image des couches géologiques utilisées dans le texte. Pour comprendre ce qu'il y a au centre, il faut creuser. C'est ça. Commençons par la surface, ce qui est le plus visible. Les sources parlent de couches façonnées par la vie. Oui, la première est évidente, les compétences. C'est tout ce qu'on a appris. Nos savoirs, nos savoir-faire, nos habitudes, même nos réflexes, quoi. Mhm. Juste en dessous, on trouve les sentiments. Ça, c'est notre mémoire émotionnelle. L'écho de nos relations passées, de nos blessures, tout ce qui colore notre présent. D'accord. Et enfin, la couche la plus visible socialement, la personnalité apparente. C'est notre interface sociale, les différents masques, les rôles qu'on endosse au travail, en famille, avec des amis. C'est intéressant, mais dans la vie de tous les jours, tout ça est complètement enchevêtré. Comment est-ce qu'on peut concrètement faire la part des choses entre notre rôle, cette personnalité apparente, et ce qu'on est un peu plus durablement? Tout ça a l'air d'être moi. C'est une excellente question, parce que c'est là que réside toute la confusion. Le principal indice, c'est l'énergie. Jouer un rôle qui n'est pas nous est épuisant. Ah oui? C'est ce qui nous amène aux couches intermédiaires, qui sont plus stables. Juste sous cette personnalité de façade, il y a la personnalité durable. C'est-à-dire? C'est notre style naturel, cette tonalité qui persiste, quelle que soit la situation. Ensuite, il y a les valeurs. Attention, ce ne sont pas des principes moraux qu'on choisit. D'accord. Ce sont plutôt des résonances profondes, des choses qui nous touchent intimement et qui orientent nos choix. Et la dernière couche intermédiaire, c'est l'identité psychologique. Celle-là me semble cruciale. Elle l'est. C'est l'histoire qu'on se raconte sur nous-mêmes, la carte mentale qu'on a construite pour se définir. Je suis quelqu'un de créatif, mais pas très organisé. Je suis loyal, mais un peu timide, ce genre de choses. Exactement. Et le point essentiel ici, c'est que la carte n'est pas le territoire. C'est une interprétation de notre être, une construction, ce n'est pas l'être lui-même. Et c'est souvent cette carte qui nous empêche de voir ce qu'il y a en dessous. Ah, je vois. On arrive donc au noyau, au hardware, comme dit le texte. C'est ça. On a traversé ce qui a été construit par la vie et on arrive à ce qui est inné, le premier moteur. Le tempérament. Ce n'est plus ce qu'on a appris, Non, c'est comment on fonctionne de base. exactement. Le tempérament, c'est le câblage de notre système nerveux, notre mode de fonctionnement énergétique. Les sources le décrivent selon 3 grands axes. Le premier, c'est la sensibilité, notre porosité au monde. C'est-à-dire, est-ce qu'on est une éponge ou un imperméable? C'est une très bonne image. D'un côté, il y a le pôle intensité. Les personnes de ce côté ressentent les émotions comme des vagues qui submergent tout. Ce sont des éponges qui absorbent les ambiances, le stress ou la joie des autres. D'accord. De l'autre, il y a le pôle stabilité. Leur système, lui, il est conçu pour amortir les chocs.
Ils ont une sorte de bouclier naturel face au chaos, ce qui leur permet de rester calmes, factuels, quand tout s'agite. Le deuxième axe, c'est la mobilisation, notre style d'action. Oui. D'un côté, le pôle dominance. Ici, l'énergie est offensive. Elle cherche à impacter, à transformer, à affronter l'obstacle. L'image du texte est celle du bélier qui fonce. Et de l'autre, De l'autre côté, il y a le pôle coopération. L'énergie cherche plutôt à harmoniser, à préserver l'équilibre, à contourner l'obstacle. L'image, c'est celle de l'eau qui s'adapte et trouve son chemin. et le dernier axe, le rythme. Là, j'imagine qu'on parle de vitesse. C'est notre vitesse de traitement interne. D'un côté, le pôle impulsif, l'esprit bondit, l'action jaillit. La devise pourrait être « agir d'abord, ajuster ensuite ». Je connais des gens comme ça. Ce sont des gens qui pensent en parlant, qui ont besoin de mouvement pour réfléchir. À l'opposé, le pôle posé. L'action a besoin de mûrir, de s'enraciner dans la réflexion. Le temps est un allié, il faut analyser, planifier avant de se lancer. Attendez, mais cette idée de nature profonde, de câblage, n'est-ce pas un peu déterministe? Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas changer? Si je suis impulsive, je suis condamnée à ne jamais finir ce que je commence. C'est le piège. Ce n'est pas une condamnation, c'est une indication. Ce n'est pas ce que vous faites, mais comment vous le faites, de la manière la plus économique en énergie. Ah, d'accord. Un impulsif peut tout à fait mener des projets longs, mais il aura besoin de les découper en sprints, de varier les tâches, d'avoir des retours rapides. Oui, Le forcer à suivre un plan rigide sur 5 ans sans bouger une virgule, ça va le griller. Il ne s'agit pas d'une prison, mais de comprendre le mode d'emploi de sa propre énergie. d'accord, je comprends mieux. Ce n'est pas une question de bien ou de mal. Le fougueux n'est pas meilleur que le réservé. Pas du tout. Ils sont juste conçus pour des environnements complètement différents. L'un a besoin d'un sprint, l'autre d'un marathon. C'est tout à fait ça. Et pour illustrer, prenons deux profils très contrastés. D'un côté, le fougueux. C'est le cocktail intense, dominance, impulsif. L'explosion. C'est ça. L'énergie de l'explosion, de la passion qui carbure au défi immédiat. Dans une situation de crise, c'est une ressource incroyable. Il tranche, il décide, il galvanise. Mais le risque? Le risque, évidemment, c'est l'épuisement. C'est le cycle du tout de suite qui peut mener au burn-out s'il n'y a pas de phase de récupération. Et à l'extrême opposé, on pourrait trouver qui? On pourrait trouver le réservé. Lui, c'est la combinaison stable, coopération, posée. La force tranquille. La force tranquille de l'endurance. Face à la même crise, il ne va pas exploser. Il va observer, calmer le jeu. C'est une ancre dans la tempête. Sa fiabilité, sa constance, c'est très rassurant pour un groupe. Et son risque à lui? Son risque, de son côté, c'est que cette incroyable stabilité se transforme en inertie, en résistance passive au changement. Il peut avoir du mal à initier le mouvement. C'est beaucoup plus parlant comme ça. On voit bien que ce ne sont pas des étiquettes, mais des dynamiques. Exactement. La question, comme le dit le texte, n'est pas « qui suis-je ?», mais plutôt « vers où mon énergie glisse-t-elle naturellement quand je n'ai plus rien à prouver ?» Exactement. C'est la boussole de notre vitalité. D'accord, donc ça c'est le style de notre énergie, notre comment, mais ça ne dit pas vers quoi elle se dirige. Si le tempérament est le moteur de la voiture, quelle est la destination sur le GPS? C'est ça l'essence. C'est la parfaite transition. On descend à la couche la plus profonde, la plus fondamentale, l'essence. C'est l'orientation naturelle de notre attention quand elle est libre de toute contrainte. Notre vocation intime. C'est là qu'elle se niche. Pas un métier, mais une direction fondamentale qui aimante notre esprit sans effort. Et comme le tempérament, elle se déploie sur 3 axes. On y va, premier axe. C'est l'orientation. Qu'est-ce qui, pour nous, est le plus vrai, le plus digne d'intérêt? D'un côté, le pôle système. L'attention est attirée par la logique, les mécanismes, le fonctionnement des choses. Comment ça marche? Voilà, c'est la question qui revient tout le temps. De l'autre côté, le pôle relation. L'attention se porte sur les gens, leurs émotions, les dynamiques de groupe. La question est comment les gens se sentent? Qu'est-ce qui nous relie? Donc face à un problème dans une équipe, la personne système va vouloir revoir le processus, Tout à fait. alors que la personne relation va vouloir s'assurer que tout le monde va bien et que la communication passe. Précisément. Le deuxième axe, c'est l'abstraction. Le terrain de jeu de l'esprit. Ah, D'un côté, le pôle abstrait. On est dans le monde des concepts, des symboles, du pourquoi.
On s'intéresse aux possibilités et aux théories. Au sens derrière les choses. C'est ça. De l'autre, le pôle concret. Là, on a besoin de toucher, de faire, de voir le résultat tangible. La vérité doit avoir une utilité pratique. C'est le monde du comment faire. Et le dernier axe, c'est l'ouverture, le rapport à l'inconnu. Oui. Êtes-vous plutôt un voyageur ou une fondation? Le pôle ouverture se nourrit du nouveau, de l'expérimentation, de la remise en question des certitudes. L'exploration. Voilà. À l'opposé, le pôle ancrage trouve sa puissance et sa sécurité dans la continuité, la tradition, la maîtrise de ce qui a fait ses preuves. C'est l'âme qui protège et transmet. Et là aussi, les combinaisons doivent donner des vocations très différentes. Radicalement différentes. Prenons encore 2 exemples. Imaginez le profil du chercheur. Système, abstrait, ouverture. Sa vocation naturelle, c'est de conceptualiser de nouveaux modèles. Il est attiré par les théories complexes, il adore explorer des idées nouvelles pour le plaisir de comprendre, sans se soucier d'application. Si on le met à la tête d'un service client où il faut gérer des problèmes humains concrets et répétitifs. C'est une source de souffrance pour lui, il s'ennuierait à mourir. Et son opposé, pupillier. Son opposé pourrait être le pilier, relation concrète ancrage. Sa vocation, c'est de maintenir la cohésion du groupe, de prendre soin des autres, de manière tangible et de préserver les traditions du clan. Le roc. C'est le roc sur lequel les autres s'appuient. Il trouve son sens dans la loyauté, la sécurité affective qu'il bâtit. Mettez-le dans un laboratoire de recherche fondamentale où il n'a aucun contact humain et doit tout remettre en question, et il dépérira. C'est fascinant parce que, avec cette carte du tempérament et de l'essence, on comprend tout de suite où les choses peuvent dérailler. Oui. Quand votre vie, votre métier vous force à être un pilier, alors que vous êtes une chercheuse dans l'âme. C'est là que la fameuse fatigue psychique dont on parlait au début doit s'installer. C'est exactement là qu'on arrive à la notion de dissonance. Quand on vit à contre-courant de sa nature, on développe des stratégies de survie. Mais elles sont extrêmement coûteuses en énergie. J'imagine. Le texte en décrit plusieurs, très parlantes. Il y a le masquage, on cache sa vraie nature pour être accepté, pour se conformer. Ah, ce sentiment de soulagement immense qu'on ressent quand on est enfin seul après une soirée ou une journée de travail. C'est le masque qui tombe. Je crois que tout le monde connaît ça. C'est l'indice qui ne trompe pas. Il y a aussi la compensation. On surdéveloppe un trait pour masquer une fragilité perçue. Une personne très sensible peut développer une carapace de froideur, de cynisme. Pour se protéger. Oui. Et la plus radicale, c'est l'inversion. Pour survivre dans un environnement hostile, on devient l'exact opposé de ce qu'on est. Un enfant naturellement rêveur, qui grandit dans une famille où c'est vu comme une faiblesse, peut devenir un adulte ultra pragmatique et dur. Mais à l'intérieur, la lutte est permanente. Ce qui nous amène à la question clé. Qu'est-ce que l'authenticité dans ce modèle? Si ce n'est pas juste dire tout ce qu'on pense, c'est quoi? L'authenticité, selon l'auteur, n'est pas une transparence brute. C'est une cohérence énergétique. Une cohérence énergétique. C'est cet état où les différentes couches de notre être cessent de se battre les unes contre les autres. C'est quand notre personnalité apparente, nos compétences, nos choix, sont au service de notre tempérament et de notre essence, et non en conflit avec eux. L'énergie circule alors librement, sans friction. C'est le moment où la résistance intérieure se dissout. L'effort ne devient plus une source d'épuisement, mais un moteur. C'est ça. C'est l'instant où on arrête d'agir en réaction, pour prouver, pour plaire, pour rassurer. L'action, l'élan viennent de l'intérieur, de ce noyau, et ne sont plus une réponse à une pression extérieure. Et c'est là que la magie opère. Quand l'essence, la direction et le tempérament, le style, sont enfin honorés, on arrête de se creuser la tête pour trouver sa voie. On la reconnaît. Elle était là depuis le début, simplement recouverte par des années d'adaptation. En somme, le parcours qu'on vient de faire, c'est un voyage des masques sociaux jusqu'à notre noyau immuable. La conclusion du texte est assez belle. Oui. Le sens de la vie ne se trouve pas à l'extérieur, il n'est pas à construire de toutes pièces. Il émerge naturellement de cet alignement intérieur. Il y a une métaphore finale dans le texte qui résume tout ça de manière très puissante. Chaque être humain est comme un instrument de musique unique. Une harpe, une trompette, un tambour. Mais la société, l'éducation, nous donne souvent des partitions écrites pour d'autres instruments. On s'épuise alors à essayer de jouer une marche militaire sur une harpe. On peut y arriver, mais... On peut y arriver, avec un effort colossal, mais la musique sonnera toujours un peu faux, un peu forcé. Et on abîme l'instrument au passage, j'imagine. Sans aucun doute. L'authenticité, c'est le moment où l'on cesse de s'excuser pour la forme de son instrument.
C'est l'instant où l'on accepte enfin de chercher et de jouer la partition qui a été composée pour nos propres cordes, notre propre souffle. D'accord. À ce moment-là, l'effort devient juste et la vie devient fluide. Notre présence au monde devient, tout simplement, une note juste dans la grande symphonie du réel. Et ça nous laisse avec une dernière pensée pour la réflexion. Au-delà de reconnaître son propre instrument, comment est-ce que la compréhension de cette géographie intérieure peut transformer notre manière d'écouter et peut-être même d'apprécier la musique unique qui est jouée par les autres?